Un concierge et père célibataire envoie des messages de flirt par erreur à une PDG millionnaire. Ce qui s'est passé ensuite. Prenez ces quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo afin que YouTube puisse vous recommander d'autres belles histoires comme celle que vous vous apprêtez à écouter. Nous sommes presque à 1000 abonnés, je compte sur vous. Maintenant, place au récit. Le vrombissement de la cireuse industrielle était le seul son qui emplissait le hall de marbre de l'immeuble La Défense Premium à 3 heures du matin. Lucas guidait la machine avec la précision de celui qui connaît chaque centimètre carré de ce sol, ses bras fermes contrôlant la lourde vibration qui ferait trembler un homme plus faible après 10 minutes. Il faisait cela depuis 6 heures. L'odeur de cire lustrée et d'ammoniac flottait dans l'air climatisé, un arôme qui s'était imprégné dans sa peau et ses vêtements comme une seconde identité. Lucas n'était pas seulement l'homme qui nettoyait, il était l'homme qui voyait ce que personne d'autre ne voyait. Tandis que les cadres passaient la journée à regarder des écrans et des graphiques boursiers, Lucas regardait les interstices, l'usure des joints du plancher, les déchets qui révélaient des secrets. Il éteignit la machine. Le silence tomba, lourd, presque palpable. À 34 ans, Lucas avait les mains d'un homme de 50 ans. Calleuses, marquées par de petites coupures métalliques et de légères brûlures chimiques, c'étaient des mains qui racontaient l'histoire de quelqu'un qui construisait et réparait, jamais de quelqu'un qui se contentait de profiter. Il essuya la sueur de son front avec la manche de son uniforme gris, ajustant la ceinture où il portait un trousseau de clés qui ouvrait toutes les portes de cet empire financier, mais aucune porte qui mènerait à une vie meilleure pour lui-même. En se dirigeant vers la salle du conseil pour le ramassage final, ses yeux balayèrent l'environnement. Des verres de whisky à moitié pleins, des cigares éteints dans des cendriers en porcelaine importés. Le gaspillage l'irritait, mais ne le surprenait pas. En vidant le destructeur de documents de l'un des associés, quelque chose attira son attention. La machine s'était bloquée. Avec la patience d'un horloger, Lucas ouvrit le compartiment. Des bandes de papier, certaines trop longues pour être sécurisées, pendaient des lames. Il tira une liasse. Des chiffres. Des comptes à l'étranger. Des noms qui ne devraient pas être là. Son instinct de survie, forgé dans les rues de Belleville, lui intima de se méfier. Il ne lut pas, ne voulut pas savoir. Il fourra simplement la liasse dans la poche de son pantalon, pensant que cela pourrait servir de brouillon pour les dessins de Claire, ou peut-être, juste peut-être, c'était une arme dont il ne savait pas encore comment se servir. L'horloge de pointage indiqua 6 heures. Le soleil se levait, pâle et gris sur Paris, se reflétant sur les vitres miroirs que Lucas maintenait impeccables. Il sortit par la porte de service, et l'air de la rue le frappa avec l'odeur d'échappement et de café brûlé. Il ne prit pas le bus. La marche de 40 minutes jusqu'à la station de métro lui faisait économiser 2,40 €. Aller-retour, c'était presque 5 €. En un mois, cela représentait 100 €. 100 €, c'était un tiers de la mensualité du nouvel appareil auditif de Claire. Sa fille avait 7 ans et un sourire qui illuminait le petit appartement humide de 2 pièces où il vivait. Sa surdité progressive était l'horloge qui tournait dans la tête de Lucas. L'appareil actuel défaillait, bipait, isolant la petite fille dans un silence que Lucas craignait plus que la mort elle-même. Il marchait vite, ses bottes usées frappant l'asphalte avec un rythme militaire. Il était un père, un protecteur, et l'échec n'était pas une option. Il arriva chez lui à temps pour voir la voisine, Madame Martin, sortir. Elle s'occupait de Claire la nuit en échange de petites réparations chez elle. Lucas entra, l'odeur de moisi mélangée à celle de poudre de bébé. Claire dormait, un ange inconscient de la bataille que son père menait quotidiennement contre la gravité financière. Il lui embrassa le front, sentant sa peau chaude, et alla prendre une douche froide, lavant la nuit de travail pour commencer la journée de père. De l'autre côté de la ville, où l'air semblait plus ténu et le silence coûtait cher, Élise ouvrit les yeux. La chambre était vaste, minimaliste, décorée dans des tons de blanc et de glace. À 26 ans, elle dirigeait un empire technologique hérité et étendu avec une compétence féroce qui effrayait les concurrents plus âgés. Mais là, dans ce lit king-size au drap en coton égyptien, elle se sentait petite. À ses côtés, l'espace était vide, mais l'oreiller gardait encore la marque de la tête de Romain. Élise s'assit, la chemise de nuit en soie glissant sur sa peau hérissée par la climatisation centrale, toujours réglée à 18 degrés, comme Romain l'aimait. Elle préférait la chaleur, la fenêtre ouverte, le bruit de la vie, mais ses préférences avaient été systématiquement élaguées au cours des 2 dernières années. Romain n'était pas un homme qui frappait. Il était pire. Il était un architecte du doute.
il déconstruisait sa confiance brique par brique, l'isolant de ses amis, contrôlant ses finances personnelles sous prétexte de l'optimisation des investissements, et lui faisant sentir que, sans lui, elle n'était qu'une petite fille riche jouant à la chef. Elle se leva et se dirigea vers la paroi vitrée qui offrait une vue panoramique du 16e arrondissement. La ville ressemblait à un circuit imprimé en contrebas. Romain était parti en voyage d'affaires à Dubaï. Avant de partir, il avait verrouillé le dressing principal, où se trouvaient les passeports et les bijoux de famille d'Élise. « Pour ta sécurité, ma chérie. Tu es si distraite ces derniers temps, » avait-il dit, avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. Élise sentit son estomac se nouer. La sensation de claustrophobie dans un pantouse de 600 mètres carrés était une cruelle ironie. En passant devant la table basse du salon, quelque chose de noir et mat attira son attention. Un téléphone portable. Pas son iPhone dernier cri, synchronisé avec le cloud que Romain surveillait. C'était un vieil appareil, robuste, sans M. Arc apparente. Romain avait dû l'oublier dans la précipitation. Élise savait ce que cela signifiait. Un téléphone propre. Un canal pour des affaires qui ne pouvaient être tracées, ou pour des femmes qui ne pouvaient être nommées. Elle attrapa l'appareil. Il était verrouillé, mais il n'y avait pas de mot de passe numérique, juste la biométrie. Frustrée, elle le laissa tomber sur la table. L'objet semblait vibrer d'une énergie maléfique. Elle alla prendre un bain, l'eau chaude étant la seule vraie étreinte qu'elle recevrait ce jour-là. L'après-midi tomba sur la ville, apportant la chaleur étouffante qui précède la pluie. Lucas en était à son deuxième service, un job de livreur à pied pour une imprimerie du centre-ville. Il marchait sur les grands boulevards, le cœur battant de la ville, évitant les cadres pressés et les touristes égarés. La sueur lui collait la chemise au dos, définissant les muscles travaillés par l'effort physique constant. Il s'arrêta au feu rouge, attendant de traverser. C'est alors qu'il la vit. Ou crut la voir. Une femme était arrêtée au coin de la rue des Martyrs. Des cheveux châtains tombant en vagues sur les épaules, une robe d'été qui balançait au gré du vent tiède, révélant des jambes fuselées et une posture qui ne demandait pas la permission d'exister. Ce n'était pas Élise. C'était une femme quelconque, belle, hautaine, avec un téléphone portable collé à l'oreille et une expression d'ennui. Lucas, dans un rare moment d'audace, peut-être poussé par la fatigue qui diminue les inhibitions, lui sourit. La femme, raccrochant, remarqua l'homme. Elle vit ses vêtements simples, ses bottes de travail, mais aussi ses épaules larges, sa mâchoire carrée et ses yeux qui semblaient avoir tout vu. « Il va pleuvoir, » dit Lucas, sa voix grave coupant le bruit de la circulation. La femme le regarda de haut en bas, évaluant le coût-bénéfice de l'interaction. « C'est ce qu'on dit, » répondit-elle sèchement, sans s'éloigner. « Je suis Lucas », il tendit sa main, calleuse et propre. Elle hésita, puis toucha brièvement sa main. Sa peau était douce, hydratée, un contraste brutal avec le papier de verre de ses paumes. « Stéphanie », mentit-elle. Le feu passa au vert, mais Lucas ne bougea pas. « Stéphanie, je sais que ça a l'air fou, et je ne suis probablement pas le genre de garçon qui fréquente tes lieux, mais, tu me donnerais ton numéro ? Je te promets que je suis plus intéressant que je n'en ai l'air. » La femme, Stéphanie, rit. Un rire de moquerie déguisé en sympathie. Elle n'avait pas l'intention de sortir avec un livreur. Mais elle s'ennuyait, attendant son Uber, et l'espoir dans ses yeux était un divertissement bon marché. Elle décida de lui faire une farce. Elle dicta n'importe quel numéro qui lui vint à l'esprit, une séquence aléatoire de chiffres qui semblait plausible. « Envoie-moi un message », dit-elle en montant dans la voiture noire qui venait de s'arrêter. « Si tu es créatif, je te réponds. » Lucas nota le numéro dans la paume de sa main avec un stylo à billes bleues, ressentant une petite mais significative victoire. Il vit la voiture partir et se sentit, un instant, faire partie de ce monde inaccessible. La nuit tomba et Lucas était de retour dans son appartement. Claire dormait déjà, l'appareil auditif reposant dans sa boîte de velours sur la commode. Lucas s'assit sur le canapé élimé, la lumière de la télévision éclairant son visage fatigué. Il regarda la paume de sa main, où l'encre bleue commençait à s'estomper avec la sueur. Il prit son téléphone portable, un vieux modèle à l'écran fissuré, et composa le numéro. Il hésita. Que dit un concierge à une femme qui ressemblait à un mannequin? Il décida d'être honnête, direct, avec une touche de cette confiance masculine qui n'a pas besoin d'argent pour exister. Il tapa, « J'ai promis que notre conversation serait plus intéressante ce soir. Je suis le gars de la balade. »
Qu'en dis-tu? Le vin est bon marché ici, mais la compagnie est exclusive. Il envoya. L'icône envoyée tourna et se figea. Dans l'appartement des beaux quartiers, le silence était absolu. Élise était assise par terre dans le salon, entourée de rapports financiers qui n'avaient aucun sens. Romain avait vidé l'un des comptes joints avant de voyager. Elle se sentait piégée, étouffée par sa stratégie financière qui la laissait sans liquidité. Elle regarda le téléphone noir, l'appareil oublié par Romain, qui reposait sur la table basse comme un monolithe. Soudain, l'écran de l'appareil s'alluma. Une vibration courte et sèche résonna sur le verre de la table. Élise se figea. Qui enverrait un message à ce téléphone? Une maîtresse de Romain? Un complice dans un crime? Le cœur battant, elle s'approcha. Le message apparut sur l'écran verrouillé. Il n'y avait pas de nom enregistré, juste le numéro inconnu. J'ai promis que notre conversation serait plus intéressante ce soir. Je suis le gars de la balade. Qu'en dis-tu? Le vin est bon marché ici, mais la compagnie est exclusive. Élise lut le message 3 fois. Elle fronça les sourcils. Le gars de la balade? Elle n'avait marché avec personne. Romain ne se déplaçait qu'en voiture blindée. La confusion fit place à une curiosité dangereuse. Le numéro était local. Le langage était différent. Ce n'était pas le discours corporatif froid auquel elle était habituée, ni les menaces voilées de Romain. Il y avait un humour autodérisoire là-dedans. Le vin est bon marché. Élise savait qu'elle devrait ignorer. Elle savait que ce téléphone était une bombe à retardement. Mais, cette nuit-là, se sentant la personne la plus seule dans une ville de 12 millions d'habitants, elle avait besoin de quelque chose de réel. Même si c'était une erreur. Surtout si c'était une erreur. Elle déverrouilla l'appareil qui, curieusement, ne demanda pas de biométrie pour lire le message, seulement pour accéder aux applications et ses doigts planèrent sur le clavier virtuel. Elle aurait pu corriger l'inconnu. Elle aurait pu dire un mauvais numéro. Mais une rébellion enfantine et désespérée s'empara d'elle. Elle voulait être cette femme qui marchait dans la rue et recevait des invitations à boire du vin bon marché. Elle voulait, pour une minute, ne pas être la PDG Élise Duval, la femme de glace. Elle tapa, un sourire triste courbant ses lèvres pour la première fois depuis des jours. Le vin bon marché donne généralement mal à la tête. Mais je suis prête à prendre le risque si l'exclusivité en vaut la peine. Que offrez-vous d'autre à part du jus de raisin fermenté? De l'autre côté de la ville, le téléphone de Lucas vibra. Il sourit, se calant sur le canapé, la fatigue musculaire s'évanouissant instantanément. La femme de la rue avait répondu. Et elle avait de la répartie. Lucas ne savait pas qu'il échangeait des messages avec l'une des femmes les plus puissantes du pays. Élise ne savait pas qu'elle flirtait avec l'homme qui nettoyait les sols des immeubles qu'elle fréquentait. Dans cet espace numérique, dénué d'uniforme et de titres, il n'était qu'un homme et une femme cherchant une lueur dans l'obscurité de leur routine. Lucas répondit rapidement, ses doigts épais agiles sur le petit clavier. J'offre une vue discutable de la banlieue, une playlist qui va de Jacques Brel à Trust sans préavis, et la garantie que, pendant quelques heures, vous n'aurez pas besoin d'être celle que le monde attend de vous. Juste vous. La réponse frappa Élise comme un coup. Vous n'aurez pas besoin d'être celle que le monde attend de vous. Comment aurait-il pu le savoir? Comment cet étranger aléatoire pouvait-il toucher la plaie la plus ouverte de son âme avec une précision chirurgicale? Elle laissa tomber le téléphone sur le canapé comme s'il brûlait. Elle se leva et alla à la fenêtre. La pluie commença à tomber dehors, forte et lourde, lavant la suie de la ville. Elle retourna au canapé. La solitude était un monstre affamé, et cet étranger venait de lui offrir un bouclier. J'aime la proposition, tapatait-elle, sentant l'adrénaline de celui qui foule un terrain interdit. Mais je suis exigeante en matière de bande-son. Commencez par Jacques Brel. Le monde peut attendre un peu. Lucas lut la réponse et sentit une vague de chaleur. Ce n'était pas seulement de l'attirance physique, c'était une connexion d'intelligence, de rythme. Il n'avait aucune idée que le numéro aléatoire donné par défi avait connecté les terminaux de deux mondes en trajectoire de collision. Il regarda la photo de Claire sur l'étagère. Il fallait qu'il soit prudent. Mais il fallait aussi qu'il soit un homme. Jacques Brel joue, répondit-il. Le monde est en pause. Dis-moi, quelle a été la meilleure partie de ta journée, avant que je n'apparaisse pour tout gâcher? Élise regarda la pièce vide,
la cage dorée que Romain avait construite autour d'elle. La meilleure partie de sa journée? Il n'y en avait pas. Jusqu'à présent. La meilleure partie, écrivit-elle, sentant une larme solitaire couler sur sa joue parfaite, c'est de réaliser que mon téléphone a sonné et que ce n'était pas un ordre. L'échange de messages continua tard dans la nuit. Lucas, enchanté par la sagacité et la mélancolie mystérieuse de cette femme qu'il croyait être la brune des grands boulevards. Élise, hypnotisée par la solidité et la simplicité brute de cet homme invisible. Il ne le savait pas, mais le destin avait déjà tendu le piège. Romain reviendrait plus tôt. Le téléphone propre avait un tracker. Et le destructeur de documents que Lucas avait nettoyé contenait la clé de leur destruction ou de leur salut. Le jeu avait commencé, et les enjeux étaient bien plus élevés qu'un vin bon marché. La pluie redoubla d'intensité dehors, transformant les rues de Paris en rivière noire. Lucas s'endormit avec son téléphone sur la poitrine. Élise s'endormit sur le tapis du salon, tenant le téléphone comme une amulette. Pour la première fois depuis des années, ils dormirent tous les deux sans rêver de chute. L'abîme était proche, mais cette nuit-là, ils avaient construit un pont de mots au-dessus. Le lendemain, la journée se leva avec une lumière crue et révélatrice. Lucas fut réveillé par le réveil pour emmener Claire à l'école. Élise fut réveillée par le bruit de la clé numérique de la porte d'entrée s'activant. Romain était rentré. Et le téléphone noir était sur la table basse, visible, vulnérable, l'écran affichant toujours le dernier message de Lucas, « Bonjour ». Le monde s'est remis à tourner, mais la pause en valait la peine. Élise courut. Le cœur battant, ses pieds nus glissant sur le sol froid. Elle devait cacher le téléphone. Elle devait cacher la seule chose réelle qui lui restait. Mais la porte s'ouvrit. Romain entra, sa valise à la main, son regard d'aigle balayant l'environnement. Il sourit, ce sourire de prédateur qui sent l'odeur de la peur. « Tu m'as manqué, ma chérie ?» demanda-t-il, faisant un pas à l'intérieur, les yeux fixés non pas sur elle, mais sur la table basse. L'acte d'équilibre était terminé. La gravité était sur le point de réclamer son dû. Auriez-vous le courage de répondre à un message erroné si c'était la seule chose vraie dans votre vie? Répondez dans les commentaires avec risqué si vous le feriez. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour renforcer notre communauté. L'histoire de Lucas et Élise ne fait que commencer, et la prochaine étape exigera plus que de simples mots pour survivre. Romain traversa le salon comme une tempête contenue, l'odeur de parfum de luxe et d'arrogance emplissant l'air. Il ne jeta même pas un œil à la table basse. Ses yeux étaient fixés sur sa montre-bracelet, une Patek Philippe qui coûtait plus cher que l'immeuble où Lucas vivait. Élise sentit son cœur battre contre ses côtes, un oiseau piégé dans une cage thoracique trop petite. D'un mouvement fluide, presque imperceptible, elle glissa un magazine d'architecture sur le téléphone noir. Romain s'arrêta, ajusta le nœud de sa cravate dans le miroir du hall et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je serai absent pendant 3 jours, dit-il, la voix dénuée d'affection. Réunion d'urgence avec les investisseurs arabes. Ne m'attends pas éveillé. Et Élise? Essaie de ne pas faire de bêtises financières pendant mon absence. Le marché est volatile. » La porte claqua. Le bruit du verrouillage numérique fut le seul son dans l'appartement pendant une longue minute. Élise attendit d'entendre l'ascenseur privé descendre. Ce n'est qu'alors qu'elle expira, l'air sortant tremblant de ses poumons. Elle retira le magazine. Le téléphone noir était toujours là, un monolithe de tentation. Le message de Lucas brillait sur l'écran, un phare d'une réalité alternative où les gens buvaient du vin bon marché et riaient vraiment. Au cours des 3 jours suivants, cet pareil devint le centre de gravité de la vie d'Élise. Tandis qu'elle signait des licenciements massifs et révisait des tableaux de profit trimestriels dans son bureau vitré au sommet de la tour d'entreprise, son esprit était tourné vers la prochaine vibration du téléphone caché dans son sac Hermès. Lucas ne savait pas à qui il parlait. Pour lui, elle était Stéphanie, la femme de la rue, peut-être une secrétaire ou une cadre moyenne qui s'ennuyait. Il envoyait des photos d'angles étranges de la ville, une gargouille sur un vieil immeuble du centre, le reflet du soleil dans une flaque d'huile qui ressemblait à un arc-en-ciel urbain. Ses réponses étaient courtes, intelligentes, masculines. Il n'y avait pas de jeu, pas de fausse politesse du monde de l'entreprise. Déjeuner d'aujourd'hui, gamelle froide sur le toit de l'immeuble. La vue est celle d'un millionnaire, le menu est celui d'un stagiaire. Et votre monde de cristal, comment se porte-t-il?
Élise souriait pendant les réunions du conseil d'administration, déconcertant les actionnaires. Elle répondait cachée dans les toilettes en marbre. Le cristal se fissure. L'air conditionné qui ne gèle pas l'âme me manque. Que feriez-vous si vous étiez roi pour un jour? Je virerais les cravates et j'augmenterais les tatas du café. Ensuite, je décréterais un jour férié national pour boire de la bière sur le trottoir. C'était séduisant. C'était simple. C'était tout ce qu'elle n'avait pas. La tension sexuelle montait non pas par des photos ou des insinuations bon marché, mais par l'intimité brute de deux personnes dévêtues de leurs masques sociaux. Élise commença à voir Lucas comme un homme solide, quelqu'un qui résolvait les problèmes avec ses mains, tandis que les hommes de sa caste créaient les problèmes avec des stylos. Mais la réalité a la fâcheuse habitude de réclamer son dû. C'était un samedi après-midi. Le ciel de Paris avait cette couleur de plomb qui promet la violence. Élise était dans le manoir, profitant de la solitude, quand le téléphone fixe sonna. C'était Romain. Sa voix était différente, cinglante, sans la froideur habituelle, remplacée par une colère brûlante. J'atterris dans 1 heure. Quelqu'un a accédé à mes dossiers physiques au bureau. Si c'est toi, Élise, si tu as touché à ce que tu ne devais pas. La ligne coupa. Élise savait ce que cela signifiait. Romain n'avait pas besoin de preuves pour punir. Sa violence était économique, psychologique, un siège invisible. La panique, froide et liquide, inonda ses veines. Elle regarda l'appartement luxueux et ne vit qu'une cage. Elle devait partir. Tout de suite. Avant qu'il n'arrive. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait le téléphone noir. Elle n'avait nulle part où aller. Ses cartes seraient tracées. Ses amis étaient ses amis à lui. Il n'y avait qu'une seule personne au monde qui n'était pas sur la liste de paix ou la liste de contacts de Romain. Elle composa, ses doigts glissant sur l'écran. J'ai besoin de toi. Tout de suite. Ne demande rien, viens. Le portail de derrière sera ouvert. Rue des Acacias, 450, 16e arrondissement. De l'autre côté de la ville, Lucas sortait de la douche. Il lut le message. L'adresse était chic. Il fronça les sourcils. Stéphanie habitait dans le 16e. Peut-être était-elle nounou ou gouvernante. Le ton du message, cependant, n'était pas celui du flirt. C'était urgent. Mais l'esprit masculin, simple et direct, interpréta cela comme un feu vert. Elle voulait le voir. Elle avait besoin de lui. Lucas ouvrit son vieux portefeuille en cuir. Il compta les billets. Il sépara l'argent destiné à la facture d'électricité et prit le reste. Il alla au grand magasin du quartier et acheta une chemise bleu marine à boutons, le tissu rigide, mais décent. Il mit le parfum qu'il gardait pour les occasions spéciales, enfila ses bottes de travail les seules qu'il avait, mais qui étaient propres et cirées et monta dans sa vieille camionnette Ford Transit, un monstre de métal des années 90 qui buvait du diesel et crachait de la fumée, mais ne le laissait jamais, jamais tomber. Le trajet jusqu'au 16e arrondissement fut une traversée entre deux mondes. Les immeubles gris et bas de la périphérie cédèrent la place à des tours miroitantes et des rues arborées où les arbres semblaient avoir été peignés. Lucas gara sa camionnette bruyante dans la rue latérale du manoir indiqué. Le contraste était brutal. La rouille sur l'aile de sa voiture semblait une offense à l'architecture néoclassique de la maison. Le portail de service était déverrouillé, comme promis. Lucas entra, le gravier crissant sous ses lourdes bottes. Il s'attendait à trouver la brune de la rue des Martyrs, peut-être l'attendant avec un sourire malicieux. Ce qu'il trouva, ce fut le chaos. La porte de la cuisine s'ouvrit. Une femme sortit, portant 2 lourdes boîtes d'archives. Elle portait un jean cher et un simple t-shirt blanc, les cheveux attachés en un chignon défait, des mèches blondes tombant sur son visage pâle. Lucas s'arrêta, confus. Ce n'était pas Stéphanie. Cette femme dégageait une aura de pouvoir blessé, une beauté aristocratique que même la peur ne pouvait éteindre. C'était Élise. Elle leva les yeux et le vit. Un homme grand, les épaules larges emplissant la nouvelle chemise, les mains pendant le long du corps comme des outils prêts à l'emploi. Son regard était ferme, évaluateur, sans aucune trace de servilité. « Vous êtes Lucas ?» Sa voix s'étrangla, rauque de tension. « Oui, » répondit-il, sa voix grave encore en le moment. « Mais je crois qu'il y a une erreur. Je suis venu rencontrer là, il n'y a pas d'erreur, » le coupa-t-elle, laissant tomber une des boîtes au sol avec un bruit sec. Elle s'avança vers lui,
Et Lucas sentit son odeur, jasmin et peur. Je suis la personne des messages. Et il faut que je parte d'ici, maintenant. S'il vous plaît. Lucas regarda la femme. Il regarda les boîtes. Il regarda le manoir qui criait l'argent et les secrets. Il aurait pu faire demi-tour. Il aurait pu dire « Ce n'est pas mon problème, madame ». Mais Lucas était un homme qui réparait les choses cassées. Et la femme devant lui était sur le point de se briser. « Où est la voiture ?» demanda-t-il, prenant les commandes. Élise pointa vers le garage ouvert. Un SUV Porsche Cayenne noir brillait sous les lumières automatiques. « On va mettre les affaires dans le coffre. Vite. Il arrive dans 20 minutes. » Ils coururent. Lucas prit les boîtes avec facilité, les muscles de ses bras tendus sous le tissu de sa chemise. Élise jeta une valise de vêtements sur la banquette arrière. L'adrénaline transformait l'air en électricité. Ils montèrent dans la voiture, l'odeur de cuir neuf les enveloppant. Élise appuya sur le bouton de démarrage. Rien. Le tableau de bord s'alluma, des lumières rouges clignotant frénétiquement, puis un message sur l'écran numérique, véhicule verrouillé à distance. Contactez le propriétaire. Le sang quitta le visage d'Élise. Il sait, murmura-t-elle, la terreur dilatant ses pupilles. Romain a bloqué la voiture. Il sait que je pars. Les portes, elles vont se verrouiller. Un bruit mécanique de verrou s'enclenchant retentit. Lucas réagit par instinct pur. Il n'essaya pas d'ouvrir la poignée électronique. Il se retourna, leva sa lourde botte et donna un coup de pied brutal dans la vitre de la fenêtre passager. Le verre trempé se brisa en 1000 morceaux. « Sors !» cria-t-il, lui tendant la main. Élise enjamba la console centrale, ignorant les éclats qui égratignaient ses paumes, et attrapa la main de Lucas. Sa poigne était de fer. Il la tira hors de la voiture en panne, vers l'air libre. « Ma camionnette » dit-il, la tirant par le bras vers le portail. « Elle n'a pas de puce, pas de satellite. Juste un moteur et des roues. » Ils coururent dans la rue. Le transit était là, fidèle et laid. Lucas ouvrit la porte passager, qui grinça en protestation, et jeta pratiquement Élise à l'intérieur. Il courut côté conducteur, tourna la clé. Le moteur diesel rugit, un son guttural et rauque qui, dans ce quartier, sonnait comme un coup de canon. Lucas enclencha la première et démarra, les pneus crissant sur l'asphalte lisse. Dans le rétroviseur, il vit une berline blindée tourner au coin de la rue, les phares allumés clignotant. « Baisse-toi » ordonna Lucas, sa main droite quittant le volant pour pousser doucement la tête d'Élise vers le bas. Il connaissait ces rues. Il connaissait les raccourcis que les GPS ignoraient. Il engagea la camionnette dans une ruelle étroite, monta sur le trottoir pour éviter un camion poubelle et plongea dans le trafic chaotique du boulevard périphérique. La berline blindée resta derrière, perdue dans le labyrinthe de béton. Le silence à l'intérieur de la cabine était lourd, seul le ronronnement du moteur emplissant l'espace. Élise était recroquevillée sur le siège, les genoux contre la poitrine, tremblante. Lucas conduisait d'une main sur le volant et l'autre sur le levier de vitesse, les yeux balayant constamment les rétroviseurs. Peu à peu, le paysage changea. Les arbres disparurent. L'asphalte devint irrégulier. Des graffitis coloraient les murs. Ils entraient sur son territoire. Lucas s'arrêta à un feu rouge. Il regarda Élise. Son chignon s'était complètement défait, ses cheveux retombant sur son visage. Il y avait une petite coupure sur sa joue, causée par un éclat de verre. « Tu saignes » dit-il, sortant un mouchoir en tissu propre, mais usé, de sa poche. Élise prit le mouchoir. Elle regarda le tableau de bord de la camionnette, le chapelet accroché au rétroviseur, les mains calleuses de cet étranger qui venait de la sauver. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix faible. « Au seul endroit où il ne cherchera pas » répondit Lucas, enclenchant la vitesse lorsque le feu passa au vert. « Chez moi. » 20 minutes plus tard, Lucas se gara devant un petit immeuble en parpaing dans la banlieue. L'odeur de brochettes de rue et d'échappement de bus était forte. Des enfants couraient sur le trottoir en jouant au ballon. « Ce n'est pas un palais » informa Lucas, coupant le moteur. Le silence soudain fut assourdissant. Mais la porte ferme de l'intérieur et le café est fort. Ils montèrent les 3 étages. Lucas ouvrit la porte de l'appartement 302. L'endroit était petit, d'une propreté obsessionnelle.
Il y avait des jouets éparpillés et une poupée sans bras, des blocs de construction. Des photos d'une petite fille souriante avec des appareils auditifs ornaient l'étagère. Élise entra, se sentant comme une extraterrestre. Ses chaussures de marque semblaient ridicules sur le carrelage bon marché. Lucas ferma la porte à clé, passant 2 verrous et une chaîne. « Ma fille est chez sa grand-mère », expliqua-t-il, la voyant regarder les jouets. « Elle revient demain soir. » Lucas alla à la cuisine, qui était intégrée au salon. Il remplit un verre d'eau du filtre à charbon et le lui tendit. Élise but comme si elle avait passé des jours dans le désert. L'adrénaline commença à redescendre, laissant place à une clarté douloureuse. Elle regarda Lucas. Il était appuyé contre l'évier, les bras croisés, l'observant. Non pas avec luxure, ni avec jugement, mais avec une curiosité protectrice. Sa nouvelle chemise était tachée de sueur sous les aisselles. Il semblait fatigué, mais indestructible. Alors, Lucas rompit le silence. « Tu n'es pas Stéphanie. » Élise laissa échapper un rire bref, sans humour. « Non. Je m'appelle Élise. Et cet homme possède la moitié de la ville. Et je viens de lui voler la seule chose qu'il valorise vraiment, son sentiment de contrôle. » Lucas hocha la tête, assimilant l'information. « Et les messages ?» demanda-t-il, faisant un pas en avant. Sa proximité était à la fois intimidante et réconfortante. Tout cela était aussi un mensonge? Élise leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent les siens. Il y avait une honnêteté brutale dans ce petit appartement. Sans les masques de la richesse, sans les jeux de pouvoir. Les messages ont été la seule chose vraie qui me soit arrivée ces 2 dernières années, dit-elle d'une voix ferme. J'ai menti sur qui j'étais, Lucas. Mais je n'ai pas menti sur ce que je ressentais. Quand j'ai dit que j'avais besoin de quelqu'un qui n'attendait rien de moi, je parlais de toi. L'air entrechangea. Il devint plus dense. Lucas regarda sa bouche, puis ses yeux. Il vit la femme puissante, la PDG, mais il vit aussi la petite fille effrayée qui avait besoin d'un endroit où se poser. L'attirance physique était palpable, non pas comme dans les films romantiques, mais comme la gravité. C'était le poids des corps, la chaleur de la peau, la respiration qui devenait un peu plus courte. Il aurait pu l'embrasser. Le moment l'exigeait. Mais Lucas était un homme d'honneur, et cette femme était vulnérable. Il ne réclamerait pas le prix du sauvetage en chair. « Tu es en sécurité ici, Élise, dit-il d'une voix rauque. Le canapé n'est pas très confortable, mais il est propre. Je vais chercher des draps. » Il se tourna pour aller dans la chambre, mais Élise le retint par le bras. Le contact de sa main sur son biceps fut électrique. Lucas s'arrêta, les muscles se tendent sous ses doigts. « Merci, murmura-t-elle. De ne pas être l'homme que j'attendais, et d'être l'homme dont j'avais besoin. » Lucas regarda sa main sur son bras, puis son visage. Il posa sa grande main rugueuse sur la sienne, la couvrant complètement. Le contraste des peaux, la sienne douce et pâle, la sienne foncée et calleuse était l'image parfaite de l'abîme qui les séparait et du pont qu'il commençait à construire. « Repose-toi, dit-il, se dégageant doucement. Demain, nous résoudrons le reste. Le monde ne va pas finir aujourd'hui. » Lucas se rendit dans la chambre chercher le linge de lit. Élise resta seule dans le salon, entourée de la simplicité de la vie d'un concierge. Elle alla à la fenêtre. Dehors, la ville brillait, indifférente. Mais ici, pour la première fois, elle n'avait pas froid. Elle s'assit sur le canapé usé. L'odeur de Lucas imprégnait la pièce du savon en poudre bon marché et quelque chose de boisé, naturel. Elle ferma les yeux. Romain mettrait le ciel et la terre à sa recherche. Il utiliserait des avocats, des détectives, de l'argent sale. Mais il ne savait pas chercher en banlieue. Il ne savait pas chercher où vivent les vrais gens. Dans la chambre, Lucas ouvrit l'armoire. Il regarda l'uniforme de concierge suspendu. Demain, il devrait retourner dans cet immeuble. Dans l'immeuble d'Élise, probablement. Ou celui d'un associé de Romain. Le risque était dément. Il pourrait perdre son emploi, la garde de Claire, sa vie. Il attrapa l'oreiller et le huma. Le parfum d'Élise était déjà imprégné dans sa chemise. Il sourit dans le noir. Ça en valait la peine. Lucas revint au salon avec les draps. Élise s'était déjà endormie sur le canapé, recroquevillée en position fétale, portant toujours ses vêtements chers et sales.
Il la couvrit avec soin, s'assurant qu'elle soit au chaud. Il tira une chaise de la cuisine et s'assit devant la porte, les jambes tendues, les bras croisés. Il ne dormirait pas cette nuit-là. Il ferait le guet. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que la fuite improvisée avait laissé une trace numérique. Le système de sécurité de la voiture, avant de s'éteindre, avait envoyé la dernière localisation GPS au serveur cloud. Un point clignotant sur la carte, pas exact, mais suffisamment proche. La guerre arrivait à la porte de l'appartement 302, et la seule arme que Lucas possédait était une liasse de papier déchiqueté dans la poche de son pantalon et la détermination d'un père qui sait que le monde est un endroit dangereux pour les choses belles et fragiles. La nuit avança, silencieuse et lourde, tissant le destin de ces deux étrangers qui, par une erreur de frappe, avaient trouvé la seule personne capable de les sauver d'eux-mêmes. Auriez-vous eu la froideur de Lucas de ne pas dépasser les bornes avec une femme comme Élise sur votre canapé? Répondez dans les commentaires avec respect si vous êtes d'accord avec son attitude. Laissez votre like et abonnez-vous maintenant. Le calme de la nuit cache la tempête qui se prépare, et lorsque le soleil se lèvera, Lucas et Élise devront faire face non seulement à un ex-mari furieux, mais aussi à tout le poids d'un système conçu pour les anéantir. La chasse va commencer. La lumière du matin entra par la fenêtre de l'appartement en banlieue et sans demander la permission, frappant le visage de Lucas avec l'honnêteté brutale d'un nouveau jour. Il se réveilla par terre, sur un matelas fin, son dos protestant contre la dureté du sol froid. En regardant le canapé, il vit qu'Élise était déjà debout. La couverture était pliée au millimètre. Prêt, une habitude militaire ou de ceux qui vivent dans des hôtels 5 étoiles, il ne savait pas dire. L'odeur de café filtré, fort et bon marché, remplissait le petit espace. Dans la cuisine, Élise était de dos, vêtue d'un vieux t-shirt à elle qui lui arrivait aux genoux. Elle ressemblait à une sculpture décalée dans un musée d'art moderne, son élégance naturelle contrastant avec les carreaux ébréchés du mur. Elle se retourna, tenant deux tasses ébréchées. Son visage était lavé, sans maquillage, révélant une beauté brute que l'argent n'achète pas. Il y avait des cernes, oui, mais la terreur de la nuit précédente avait été remplacée par une détermination froide. Le café moulu était presque vide, dit-elle, tendant la tasse. J'ai fait des économies. J'ai appris à négocier avec bien moins que ça. Lucas accepta le café. Le toucher de ses doigts sur les siens fut bref, mais porta un courant électrique qui se passait de mots. « Tu as dormi » demanda-t-il, la voix rauque de sommeil. « Assez pour savoir que je ne peux pas revenir en arrière » répondit-elle, s'appuyant sur l'évier. « Et assez pour savoir que j'ai mis une cible dans ton dos. » Les jours qui suivirent transformèrent ce logement de 40 mètres carrés en un bunker de résistance. La routine s'établit avec la fluidité de ceux qui savent que la survie dépend de l'adaptation. Élise, habituée à gérer des milliards, gérait désormais la pénurie. Tandis que Lucas partait pour ses doubles quarts de nettoyage maintenant dans un autre immeuble, loin des yeux de Romain, Élise prenait en charge le front domestique. Mais elle n'était pas une femme au foyer ordinaire. Un mardi après-midi, Lucas rentra épuisé et trouva la table de la cuisine couverte de papier. Le syndic de l'immeuble, Monsieur Gérard, un homme qui transpirait l'anxiété, était assis face à Élise, bouche bée. « Le problème n'est pas la collecte, Monsieur Gérard, » expliqua Élise, montrant une feuille de calcul dessinée à la main dans un carnet d'écolier de Claire. « C'est le contrat avec le prestataire de maintenance. Il surfacture de 30%. Si vous renégociez en utilisant cette clause ici, la copropriété sortira du rouge en 2 mois. » Le syndic regarda Lucas, puis la femme blonde qui parlait de clauses contractuelles avec la même aisance qu'on parle du temps. « Lucas, cette cousine, elle est un génie, » balbutia l'homme. « Si elle y parvient, je vous garantis que elle. Les frais supplémentaires pour la réparation du toit seront annulés pour vous. » Élise fit un clin d'œil à Lucas. Un sourire complice, de celle qui joue le jeu et gagne. Cette nuit-là, ils dînèrent de riz, de lentilles et de fruits. Pour Élise, habituée au dîner où la nourriture n'était qu'une décoration, ce fut le festin le plus savoureux de sa vie. La simplicité avait une saveur, la liberté. Mais la réalité a des griffes acérées. Le mois suivant, l'appareil auditif de Claire commença à défaillir. Le sifflement aigu, signe de mauvais contact, devint la bande-son de l'inquiétude de Lucas. Il voyait sa fille se taper l'oreille, frustrée, le monde se refermant sur elle de nouveau. Le budget était tendu à l'extrême. Lucas faisait des calculs mentaux en balayant des couloirs interminables, mais la mathématique était cruelle, il manquait 4 000 € pour la réparation spécialisée. Un après-midi pluvieux,
Lucas rentra à la maison et trouva Claire regardant un dessin animé à la télévision. Le volume était bas. Elle lui sourit et lui montra son oreille. « Tati Élise l'a réparé, papa. » dit la petite fille, la voix claire. Lucas regarda Élise, qui coupait des oignons sur le plan de travail. Il s'approcha, prit sa main et remarqua l'absence. La bague en saphir, le seul bijou qu'elle avait réussi à apporter en fuyant, n'était plus à son annulaire. La peau était pâle là où l'or se trouvait autrefois. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit Lucas, la voix basse, chargée d'une gratitude qui faisait mal comme un coup de poing. Élise ne s'arrêta pas de couper les oignons. « C'était une bague que Romain m'a offerte quand j'ai fêté 1 an de bon comportement, » dit-elle, sans le regarder. « J'ai échangé un symbole de prison contre la liberté pour un enfant d'entendre. C'est la meilleure affaire que j'ai jamais faite. » Lucas lui prit les épaules, la tournant vers lui. Ses yeux étaient embués de larmes, non pas à cause des oignons, mais à cause de l'intensité du moment. Il ne dit rien. Il la serra simplement dans ses bras, ce qui servit de promesse, il mourrait avant de laisser quoi que ce soit lui arriver. Le 3e mois apporta l'hiver et, avec lui, la réponse de Romain. Il n'y eut pas de voyous à la porte, ni de pneus crevés. La violence de Romain était aseptique, corporative. Lucas fut appelé au bureau de l'entreprise sous-traitante où il travaillait depuis 8 ans. Le gérant, un homme qui avait toujours respecté Lucas, ne parvenait pas à le regarder dans les yeux. « L'entreprise a été vendue, Lucas, » dit le gérant en feuilletant des papiers pour éviter le contact visuel. Le nouveau groupe de contrôle, la holding Hervé, a exigé une restructuration. Ils ont coupé du personnel basé sur des critères de profil. Hervé. Romain Valois. Lucas sentit le sang lui glacer les veines, mais il garda sa posture droite. Il posa les clés de l'immeuble et son badge sur la table. « Je sais qui a acheté, » dit Lucas, la voix ferme comme du gravier. « Dis-lui qu'il peut acheter le sol où je marche, mais il n'achète pas où je dors. » Lucas quitta le bâtiment, sans emploi, marchant vers l'arrêt de bus sous un ciel gris. Au coin de la rue, une femme l'aborda. C'était Stéphanie, la femme des grands boulevards, l'origine de toute l'erreur. Elle sourit, un sourire de hyène. « Tiens, Cendrillon, » se moqua-t-elle, allumant une cigarette. « Je t'ai vu avec madame l'autre jour. » Tu sais, Lucas, les riches paient bien le silence. Si tu ne veux pas que son petit mari sache exactement dans quel trou vous êtes caché, je pense qu'on peut trouver un accord. Lucas s'arrêta. Il était au chômage, avec une fille sourde et une femme pour chasser à la maison. Il s'approcha de Stéphanie, envahissant son espace personnel avec une présence physique intimidante, bien que non violente. « Tu crois que c'est un jeu ?» chuchota Théil. « L'homme dont nous parlons ne paie pas le silence, il élimine le bruit. Si tu te retrouves devant lui, tu ne recevras pas un chèque. Tu deviendras une statistique. Disparaît. » La femme recula, voyant dans les yeux de Lucas quelque chose qui n'était pas de la peur, mais la certitude absolue de celui qui n'a plus rien à perdre. Elle disparut dans la foule. Lucas rentra chez lui, prêt à annoncer la mauvaise nouvelle. Mais il trouva Élise assise sur le sol du salon, entourée de vieux documents que Lucas gardait dans des boîtes à chaussures factures payées, manuels d'électroménager, paperasse. Claire jouait à côté d'elle avec une vieille clé USB en forme de poupée, quelque chose que Lucas avait trouvé à la poubelle d'un bureau quelques mois auparavant et avait donné à sa fille parce qu'elle semblait cassée. Élise était pâle, le vieil ordinateur portable de Lucas ouvert devant elle. « Il a vidé le compte de ma mère, » dit Élise, la voix tremblante de haine pure. La maison de retraite a appelé. Le paiement a été refusé. Romain a drainé son fonds fiduciaire. Il s'attaque à une personne âgée atteinte d'Alzheimer pour m'atteindre. La colère de Lucas, qui jusqu'alors couvait, entra en ébullition. Il regarda Claire, qui faisait marcher la petite poupée sur la jambe d'Élise. « Laisse-moi voir ça, ma fille, » demanda Lucas, s'accroupissant. Il prit la clé USB. Il se souvenait d'où elle venait. De la poubelle du bureau du directeur financier de l'entreprise de Romain, le jour où il avait vu les papiers déchiquetés. Il pensait qu'elle était grillée, inutile. Lucas connecta le périphérique à l'ordinateur portable. L'écran clignota. Le pilote s'installa. Elle n'était pas cassée. Elle était cryptée. Élise, appela Lucas. Tu connais le mot de passe par défaut qu'ils utilisent pour les fichiers internes ? Élise regarda l'écran. Ses doigts volèrent sur le clavier.
Hervé-Imperium. Le dossier s'ouvrit. Tableau. Email. Scan de contrat. Ce n'était pas seulement de la fraude fiscale. C'était du détournement de fonds publics, du blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans dans des paradis fiscaux. La clé USB était la sauvegarde de sécurité qu'un cadre paranoïaque avait faite et jetée de peur d'être pris lors d'un audit interne. Élise lut les chiffres. Ses yeux s'écarquillèrent, brillant de la férocité d'une prédatrice qui vient de prendre sa proie au piège. Ce n'est pas seulement une preuve, Lucas, dit-elle, un sourire lent et dangereux courbant ses lèvres. C'est une bombe nucléaire. 2 jours plus tard, l'accueil du siège de Hervé Holdings fut paralysé. Élise entra par le hall principal. Elle ne portait pas de vêtements de luxe de la dernière collection. Elle portait un simple pantalon de costume noir et une chemise blanche repassée, des vêtements achetés dans un grand magasin de la banlieue, mais qui sur elle semblaient de la haute couture. À ses côtés, Lucas marchait avec la sûreté d'un char d'assaut. Il portait son meilleur costume, le seul qu'il avait, utilisé pour les funérailles et les mariages, un peu serré aux épaules larges, ce qui ne faisait qu'accroître sa présence physique. La secrétaire tenta de les arrêter. « Monsieur Valois ne reçoit pas 100, dites-lui que nous avons apporté les ordures qu'il a oublié de recycler, » interrompit Lucas, la voix projetée pour que tout le hall l'entende. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans le bureau du président. Romain était debout derrière sa table en verre, le visage rouge de fureur contenue. « Tu as beaucoup de cran, Élise, » siffla-t-il. « Et amener le concierge ? Sérieux ? C'est pathétique. » Lucas tira une chaise pour qu'Élise s'assoie et resta debout à ses côtés, les mains croisées devant son corps, une sentinelle immobile. « Le concierge sait nettoyer la saleté que vous laissez, Romain, » dit Élise, ouvrant un simple dossier en carton. « Et vous avez laissé beaucoup de saleté. » Elle fit glisser une seule feuille de papier sur la table en verre. C'était la copie d'un virement bancaire vers un compte aux îles Caïmans, signé numériquement par Romain, détournant des fonds d'un contrat gouvernemental. Romain rit, nerveux. « C'est fabriqué. Vous n'avez rien. » « Nous avons la clé USB de votre directeur financier, » dit Lucas. Sa voix était calme, contrastant avec la tension électrique de la pièce. « Et nous avons les copies physiques des papiers que vous avez fait déchiqueter la nuit du 12 mars. J'ai vidé le destructeur, vous vous souvenez ? Personne ne regarde le concierge, Romain. Personne ne pense que l'homme qui ramasse les ordures sait lire. » La couleur quitta le visage de Romain. Il regarda Lucas pour la première fois, le regarda vraiment, et vit non pas un employé jetable, mais l'homme qui l'avait vaincu. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda Romain, s'effondrant dans son fauteuil en cuir. « Je veux ma société de retour, » dit Élise, froide. « Je veux que l'argent de ma mère soit restitué avec des intérêts. Et je veux le divorce signé aujourd'hui. Et il y a encore une chose, » ajouta Lucas, faisant un pas en avant. Romain recula instinctivement. « Vous allez céder l'entreprise de nettoyage que vous avez achetée. Vous la vendrez aux employés, sous forme de coopérative, pour le prix symbolique d'1 euro. Ou cette clé USB ira à la police judiciaire avant que nous ne quittions le bâtiment. » Romain les regarda tous les deux. La femme qu'il avait tenté de briser et l'homme qu'il avait tenté d'écraser. Ensemble, ils formaient un mur infranchissable. D'une main tremblante, il attrapa le stylo Mont Blanc en or. « Où dois-je signer ? » 6 mois plus tard. Le soleil du dimanche baignait le jardin d'une maison de plain-pied dans le quartier de Vincennes. Ce n'était pas un manoir, mais il y avait un jardin spacieux avec de l'herbe verte et des arbres fruitiers. Élise était assise sur la véranda, révisant des contrats sur une tablette, vêtue d'un jean confortable et pieds nus. Son entreprise grandissait de nouveau, maintenant avec une culture humaine qui laissait le marché perplexe et admiratif. Dans le jardin, Lucas finissait d'installer une balançoire en bois à la branche du manguier. Il était désormais le responsable des opérations de la coopérative de nettoyage, un poste qu'il avait conquis par le vote, non par faveur. Claire courait autour de lui, riant, le nouvel appareil auditif haut de gamme captant le son des oiseaux et le rire de sa mère, assise sur la véranda. Oui, Élise avait assumé le rôle de mère avec une naturalité qui guérissait les blessures de sa propre enfance froide. Lucas testa la balançoire avec son propre poids. Le bois craqua, mais tint bon. Solide. Comme tout ce qu'il construisait. Il se dirigea vers la véranda, s'essuyant les mains sur un chiffon. La sueur brillait sur son front et sur ses avant-bras exposés. Élise baissa sa tablette et l'observa.
Son regard parcourut son corps avec une appréciation décomplexée, mature, la possession d'une femme qui connaît exactement la valeur de l'homme qu'elle a assez près, dit Lucas, montant les marches. La balançoire ou les grillades? Plaisanta TL. La balançoire. Les grillades, ce n'est que quand les braises seront au point. Sans se presser. Il s'arrêta devant elle. Élise se leva. Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant le battement fort et constant de son cœur. « Tu sais qu'on aurait pu acheter la maison dans le 16e, dit-elle, le taquinant. « Je sais, répondit Lucas, passant son bras autour de sa taille et la rapprochant de lui. Son odeur était celle du bois coupé et du travail honnête. Mais là-bas, il n'y a pas de manguier dans le jardin. Et le voisinage est trop silencieux. J'aime la vie, moi. » Élise sourit, ce sourire authentique que Lucas avait su débloquer des mois auparavant. « Moi aussi, murmura-t-elle. Le baiser ne fut pas cinématographique au sens d'un feu d'artifice. Ce fut un baiser de fondation. Lent, profond, ferme. Un baiser de quelqu'un qui a traversé l'enfer et en est revenu avec des cicatrices, mais entier. Sa langue trouva la sienne avec une urgence contrôlée, une promesse que la nuit serait longue et que les portes de la chambre, cette fois, n'auraient pas besoin d'être verrouillées par peur, mais seulement par intimité. Lucas s'écarta juste assez pour la regarder dans les yeux. « Tu sais, pour une erreur de numéro, ça a plutôt bien fonctionné. » Élise rit, appuyant son front contre le sien. « Ce n'était pas une erreur, Lucas. C'était le seul bon appel que j'ai jamais pris dans ma vie. » Dans le jardin, Claire cria « Papa, pousse !» Lucas embrassa le front d'Élise et courut vers sa fille. Élise resta là, observant les deux amours de sa vie sous le soleil doré de l'après-midi. Elle prit son téléphone, non pas l'ancien appareil noir, qui avait été détruit, mais le nouveau. Elle ouvrit la galerie et regarda la première photo que Lucas lui avait envoyée, la flaque d'huile reflétant l'arc-en-ciel. Elle verrouilla l'écran et le mit dans sa poche. Le reflet n'importait plus. La réalité était bien meilleure. Lucas a eu l'honneur de ne pas profiter d'Élise quand elle était vulnérable, et le courage de la défendre quand elle était en danger. C'est ce qui définit un homme véritable, savoir quand être doux et quand être implacable. Quelle a été l'attitude la plus macho alpha de Lucas dans cette histoire? Le contrôle de soi dans l'appartement ou l'intelligence en salle de réunion? Commentez ci-dessous avec contrôle ou intelligence. Si vous avez aimé cette histoire de justice, de loyauté et de rebondissement, laissez votre like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui apprécient les récits sans fioritures. On se retrouve à la prochaine.